Bonjour et merci pour cette introduction. Merci à Georges pour l'invitation également. Donc je vais vous parler des terres rares. D'abord, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je peux avoir, oui. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de quoi on parle? Les terres rares, donc la définition est très précise. Hein. On parle des lanthanides, hein, du lantane au lutécium, auquel on adjoint l'yttrium et parfois le scandium. Parfois, il y a des dénominations de type métaux rares qui sont plutôt floues. Là, on est vraiment sur une classe de métaux particuliers. Deuxième point à signaler, on distingue classiquement les terres rares légères et les terres rares lourdes. La vraie distinction scientifique devrait se faire au niveau du gadolinium, hein, du lantane au gadolinium, parce que ça correspond au demi-remplissage de la couche F. En fait, les industriels et la plupart des gens maintenant font une distinction entre les 4 premières, lantane, cérium, praséodyme, néodyme, et toutes les autres. 4 premières parce que d'une part, c'est les plus abondantes, et d'autre part, entre le néodyme et le samarium, il y a une terre rare qui n'existe pas naturellement, qui est le prométhium, et donc ça simplifie beaucoup les séparations. Donc, lorsque moi je parlerai de terres rares légères ou de terres rares lourdes, je ferai référence aux 4 premières et aux autres auxquelles on adjoint l'yttrium. Alors, d'abord, quelques données générales sur le marché, de façon à ce qu'on comprenne un petit peu quelle est la problématique générale du marché des terres rares et donc de l'aspect ressources. Quelques caractéristiques du marché des terres rares. Première caractéristique, on parle d'un petit marché. Il y a eu beaucoup de bruit dans les années 2010-2011. On reste sur un petit marché. Globalement, en 2012, c'était un marché de 115 000 tonnes. Certaines estimations le voient monter à 150 000 tonnes, parfois on parle de 180 000 tonnes. Ça reste tout petit par rapport aux autres marchés des métaux mondiaux. Deuxième caractéristique, on cite les terres rares en tant que groupe. En réalité, toutes les applications font appel à des terres rares individuelles, à des lanthanides individuels, et on a affaire à des métaux dont les prix, des métaux ou des éléments utilisés dans des composés, dont les prix sont très variables. Entre le lantane et le cérium, dont le prix est aux alentours de 4 $ par kilo, ce sont des prix de décembre 2014, et le terbium ou l'europium, pour lesquels on a des prix supérieurs à 500 $ du kilo, on voit bien qu'on n'est pas sur quelque chose d'homogène en tant que prix. La conséquence immédiate de cette distinction, c'est qu'en réalité, on a des marchés très différents selon qu'on les regarde en volume ou en prix. Typiquement, si je prends le marché des luminophores, enfin ce qu'on appelle phosphore en anglais, on voit qu'en termes de volume, on est sur des marchés qui représentent moins de 10% de la totalité des terres rares utilisées dans le monde. Par contre, bon, alors ça c'est des chiffres qui sont un peu vieux, je reviendrai sur cet aspect-là plus tard, mais disons qu'on est encore sur des marchés qui, en valeur, représentent aux alentours de 25% du marché total des terres rares. Et donc lorsqu'on parle du marché, il faut bien avoir ça en tête. Le marché des terres rares, ça ne veut rien dire, il faut prendre le marché du dysprosium, il faut prendre le marché du lantane, etc. Un cas particulier, donc là je voudrais revenir sur le cas des luminophores pour montrer une autre particularité du marché des terres rares, c'est qu'il peut y avoir des évolutions technologiques rapides qui modifient de façon assez profonde le marché des terres rares. Donc dans le cas des luminophores, vous avez ici représenté le marché global des terres rares entre 2008 et 2013 en millions de dollars et la part de ce que représentent les luminophores dans ce marché. D'abord, avant de parler des luminophores, vous voyez, je reviendrai à ce sujet plus tard, vous voyez que le marché est un peu fou. Hein, il est passé de moins de 2 milliards à près de 8 milliards en 2011 pour redescendre à 3 milliards. Et ça, c'est un point très important quand on parle du marché des terres rares, de comprendre cet aspect
un peu fou du marché des terres rares lié à une position particulière de la Chine dans le marché. Je reviendrai sur ce sujet par la suite. Mais donc là, je parle plus particulièrement de l'importance des luminophores à l'intérieur du marché des terres rares. On voit que pour l'instant, en gros, le marché des luminophores se situe entre 20 et 25% du marché global, ça c'est en valeur bien sûr, du marché global des terres rares. Or, à quoi sont utilisés ces luminophores? Essentiellement, pour plus de 95% d'entre eux, à ce qu'on appelle les lampes basse consommation. Donc ce sont à la fois les lampes compactes, les lampes fluocompactes ou les tubes dits néons, qui ne sont plus des néons depuis longtemps. Or, aujourd'hui, ce marché est fortement concurrencé par la pénétration des LED. Et donc, il est très important de voir comment, quand on parle du marché des luminophores, comment cette pénétration des LED va pouvoir modifier l'équilibre du marché des terres rares entre elles. Si on regarde quel type de terres rares on a respectivement dans les luminophores, donc dans les lampes basse consommation ou dans les LED, on voit que dans les luminophores, on a de l'yttrium, de l'europium et du terbium, essentiellement, enfin c'est pour les terres rares les plus chers, avec ce type de composés. Dans les LED, on a également de l'yttrium et de l'europium, avec des ratios qui ne sont pas fondamentalement différents. Il n'y a pas de terbium. Par contre, quand on regarde la quantité réelle de terres rares utilisées dans l'une ou dans l'autre des applications, on est sur des quantités fondamentalement différentes. On exprime ça facilement, en général, par pourcentage, par lumen ramené au gramme de terres rares. On voit que dans les lampes fluorescentes, on est sur une base de 3000 lumens par gramme du mixte yttrium, europium, terbium. Dans le cas des LED, on est sur une base de 54 000 lumens. Donc rien que ça signifie que la quantité nécessaire de terres rares pour un type d'éclairage est fondamentalement différent. Deuxième point, tout le monde le sait, c'est bien une des raisons de la très bonne pénétration des LED. La durée de vie des fluocompacts est de l'ordre de 10 à 25 000 heures. La durée de vie dite actuellement réaliste des LED, on verra si ça se vérifie dans la réalité par la suite, mais aujourd'hui, on parle de 40 à 50 000 heures. Donc quand on compare ces deux données, la quantité de terres rares par lumen, la durée de vie respective des deux types d'éclairage, on voit que la baisse naturelle de la consommation des terres rares pour l'éclairage va représenter quelque chose, enfin va être de l'ordre de 40 à 50 fois plus faible. Donc ça signifie quelque chose de très précis, ça signifie, et nous on est directement concernés chez Solvay parce que c'est un de nos marchés très importants, ça signifie que hors Chine, le marché des luminophores va passer par zéro dans quelques années. On ne parle pas de 2030, on parle de 2020. Voilà, donc ça c'est un exemple de l'évolution importante du marché par une évolution technologique. On va regarder là un peu plus précisément où en est la partie ressources et l'équilibre entre la demande et les ressources. Donc, bon, c'est une carte qui est un peu, qui peut être critiquée. Il y a différents types de données qui apparaissent, mais en gros, on admet que globalement les réserves terres rares sont de l'ordre de 110 millions de tonnes. J'ai dit tout à l'heure que la consommation la plus importante était envisagée 150 000, 180 000 tonnes. Là, c'est marqué 2018, on ne sera pas à ce niveau-là en 2018. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de vrai problème de réserve de terres rares dans le monde. Absolument pas. Les réserves existent. Toutes ne sont pas exploitées, loin de là. Toutes n'ont pas des procédés permettant de les exploiter, loin de là également. Mais les réserves existent. Par contre, le problème, et quand on regarde la répartition dans le monde, on voit que la Chine représente, alors bon, là aussi c'est très controversé selon les sources, on va dire entre un tiers et la moitié des réserves mondiales. Par contre, le vrai problème concerne la situation actuelle
en termes d'exploitation des ressources et en termes également d'utilisation de ces ressources. Là, alors, ce chiffre de 93% n'est plus réel aujourd'hui, hein, c'était en 2011. Depuis, il y a des acteurs hors Chine qui sont apparus, j'en parlerai un petit peu, mais on reste à 85% des ressources mondiales provenant de Chine. Le reste du monde est aujourd'hui une quantité non négligeable, mais très très faible malgré tout. Et la conséquence immédiate de cette situation de quasi-monopole de la Chine sur la production des ressources la conséquence est immédiatement visible dans l'aspect application. Pourquoi la Chine a tout fait pour avoir ce monopole de production des ressources? Bien évidemment, pour avoir un monopole de plus en plus important dans le reste de la chaîne de valeur. Et ici, on voit que, y compris dans les utilisations aval de ces ressources, la Chine, en 2011, représentait les 2/3 de ces utilisations. Donc, c'est une situation qui, aujourd'hui, inquiète d'autant plus qu'il y a eu, en 2010-2011, cet effet de prix qui pouvait être peut-être prévisible, mais pas à ce niveau-là, et qui a été essentiellement généré par la politique chinoise de contrôle des exportations, à la fois en mettant des quotas aux exports et en mettant également des taxes aux exports. Et la conséquence immédiate de cette mise en place de quotas a été cette situation complètement imprévue et un peu délirante sur les prix des terres rares. Là, j'ai représenté que les terres rares légères plus l'yttrium. Si on prenait les autres terres rares lourdes, ça serait encore plus spectaculaire. Mis à part qu'aujourd'hui, cette bulle est passée, on n'est pas revenu au prix initial des années 2008-2009, mais on est quand même bien loin de la bulle en question. Cette situation de monopole de la Chine et cette situation d'envolée des prix dans les années 2010-2011, bien évidemment, associé au fait qu'il n'y a pas de vrai problème de réserve de terres rares dans le monde, a généré un nombre très important de projets de terres rares, de projets miniers de terres rares hors Chine. Donc là, j'en ai représenté quelques-uns en distinguant la partie terres rares légères et terres rares lourdes. Bon, c'est uniquement une partie de ces projets. En réalité, le vrai problème, c'est que ces projets ont été non pas initiés vraiment en 2010-2011, pour certains oui, mais la plupart avaient été initiés plus tôt, mais ont été réellement financés en 2010-2011 et ont vu l'importance de ces projets et le développement de ces projets grandir en 2010-2011. Aujourd'hui, avec la situation actuelle des prix que j'ai montré juste avant, la plupart de ces projets s'avèrent non rentables et la plupart ne vont pas survivre, pour être très clair. Hein. Et si on regarde la situation des 3 projets qui sont hors Chine, qui sont devenus réellement en production entre 2013 et maintenant, en fait, il y en a 3. Hein. Donc, il y a Mount Weld qui se situe en Australie et qui a son unité de séparation en Malaisie. C'est le projet porté par la société Lynas. Mountain Pass en Californie, porté par la société Molycorp. Et Orissa en Inde, qui est une JV entre Indian Rare Earths, donc une société d'État indienne, et Toyota Tsusho, le groupe japonais. Quand on regarde où en sont ces projets, on s'aperçoit que le projet Mount Weld a démarré sa première phase. On le connaît bien chez Solvay puisqu'on a des contacts avec eux, enfin on a des contrats avec eux. Et ils viennent juste, alors ils auraient dû démarrer en 2012, ils viennent juste d'atteindre la capacité design de leur unité. Le projet de Mountain Pass aux États-Unis est encore en train d'essayer de démarrer sa phase 1 et il n'est pas très clair s'ils ont réellement produit ou pas. Et quant au projet d'Orissa
en Inde, ils sont aussi en train de démarrer, alors que de la même façon, ils auraient dû démarrer en 2012. Donc une situation difficile pour ces projets. Et deux points à noter. Bon, d'abord, ce sont tous des projets qui sont uniquement basés sur des terres rares légères. Donc même le vrai démarrage de ces projets, la mise en production des ressources associées, ne résoudra pas la problématique de terres rares lourdes hors Chine. Ça, c'est un premier point. Mais l'autre point important, c'est qu'ils ont aujourd'hui de très grosses difficultés de cash et il n'est pas certain qu'ils vont survivre. Bon, nous, on suit plus particulièrement l'AINAS. On espère qu'ils vont survivre parce que c'est important, pas uniquement pour Solvay, moi je dirais pour les autres acteurs utilisant des terres rares dans le monde. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de certitude sur le long terme de ces projets-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette expérience-là, de ces trois projets hors Chine? Bon, je l'ai déjà dit, la première chose, c'est qu'ils ont été initialement basés... On entend correctement? Oui. Ils ont été initialement basés sur des prix non réalistes. Et aujourd'hui, la plupart des prix de vente, hein, donc la rentabilité de ces projets annoncés, pas du tout la rentabilité des projets effectifs. Et la plupart des investisseurs sont aujourd'hui très frileux. Et il n'est pas du tout évident qu'ils suivent les autres projets nécessaires pour avoir les ressources hors Chine, notamment en ce qui concerne les terres rares lourdes. Donc ça a rendu les investisseurs mondiaux très, très frileux sur ce plan-là. Deuxième point, c'est que en fait, la technologie terres rares est une technologie peu répandue dans le monde hors Chine. Elle était maîtrisée dans les années 80-90, puis lorsque la plupart des unités de production sont passées en Chine, la plupart des acteurs dans le domaine des procédés terres rares ont arrêté leur activité, ce qui signifie qu'aujourd'hui, il y a très peu de spécialistes de ces domaines hors Chine. Et on voit bien, et nous on le voit quand on travaille avec l'AINAS, que la maîtrise de ces technologies n'est pas du tout évidente et qu'aujourd'hui, on a un vrai problème de compétences dans ces domaines-là hors Chine. Troisième point, ça a fait l'objet de pas mal de papiers et d'informations liées à l'AINAS il y a 2 ans à peu près. Le problème de la radioactivité est clé. Tous les minerais terres rares ont de la radioactivité, même si parfois certains disent qu'ils n'en ont pas. C'est pas vrai, ils en ont, plus ou moins, mais ils en ont. Et donc, la prise en compte de cette problématique radioactivité est très importante. Un des problèmes qu'a eu l'AINAS à un moment donné, à mon avis, c'est pas résolu, est lié à cette problématique de teneur radioactive des minerais terres rares. Et si on regarde aussi où en sont les projets contenant des terres rares lourdes, donc je ne parle pas des 3 qui ont déjà démarré, il n'y aura clairement pas de terres rares lourdes en production hors Chine avant 2018. Nous, personnellement, on suit tous les projets en question. Hein. Vous avez dit que c'était mon job aujourd'hui de mettre en place ce type de partenariat. Donc, on les connaît clairement. Jusqu'en 2018, au mieux, la Chine restera la seule productrice de terres rares lourdes. Et comme on l'a vu, en termes de terres rares légères, elle reste encore depuis, malgré la mise en production de l'AINAS et Molycorp, elle reste encore de très loin la productrice majoritaire. Et globalement, c'est un petit peu pessimiste peut-être comme remarque, mais c'est ma conviction profonde. Aujourd'hui, personne ne peut garantir qu'il y aura effectivement une supply chain terres rares hors Chine de façon durable. Rien ne garantit que les projets qui ont démarré survivront et rien ne garantit que de nouveaux projets apparaîtront. Alors nous, on essaye, avec nos faibles moyens, de participer, malgré tout, à la possibilité pour une supply chain hors Chine d'exister. Je parle beaucoup là de projets hors Chine. Je voudrais juste quand même faire une petite parenthèse. Bien évidemment, pour Solvay,
avoir une supply chain hors Chine est un point important, mais on ne pouvait pas, bien évidemment, baser toutes nos stratégies sur la possibilité, la potentialité d'avoir une supply chain terres rares hors Chine. Et donc, on a mis en place, d'abord, on a 2 usines en Chine, on en a une dans le nord de la Chine, une dans le sud de la Chine, et on a mis en place, pour garantir nos propres approvisionnements et la fabrication des produits pour nos clients, on a mis en place en Chine des partenariats avec les principaux groupes chinois producteurs de terres rares, et donc on a bien évidemment un pied en Chine, un pied hors Chine. Donc là, je vous parle que du pied hors Chine, mais notre ressource, notre sourcing, chinois existe également et est complètement intégré à notre stratégie. Quelques mots sur la situation particulière de l'Europe en termes de position globale dans la supply chain terres rares. C'est un travail que j'ai fait dans le cadre d'Aster, donc une ANR financée par le gouvernement français, où on a regardé en gros la position et les entrées de flux et sorties de flux aux bornes de l'Union européenne. Et donc pour faire ça, il a fallu qu'on précise un petit peu quelles étaient les forces et faiblesses de l'Union européenne dans l'ensemble de la supply chain terres rares. Bon, je ne vais pas tout détailler, je voudrais juste montrer qu'elle est très très faible. À tous les niveaux, l'Union européenne est très très faible dans la supply chain terres rares. On n'existe pas dans le mining. Il y a un projet minier en Europe, en Suède, qui est intéressant. Peut-être que ça peut être un des projets qui démarrera. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et même quand on regarde l'ensemble de la supply chain, on est parfois inexistant et parfois existant, mais avec des quantités très faibles. Typiquement, le seul producteur réel de métal ici, c'est l'Escoman Metal en Angleterre, qui vient de déposer le bilan. Ils étaient filiales d'un groupe canadien, et ils viennent de déposer le bilan. Donc, non seulement on est faible aujourd'hui, mais ce n'est pas une situation qui est en train de se renforcer a priori. Alors, malgré tout, avec nos petits bras et nos petites têtes, on essaye d'apporter notre support à la création de cette supply chain hors Chine. Et je voudrais expliquer quelle est notre stratégie dans le domaine. Pour ça, je vais partir d'un procédé général de production des terres rares très, très simplifié, juste pour indiquer où nous on se situe. Donc on a une mine, comme cette partie-là, je dirais, c'est une partie qui est commune à n'importe quel procédé de récupération de métaux. Une mine, une concentration physique qui permet d'avoir le concentré minier, concentré de minerai, pardon. Ensuite, on passe à de l'hydrométallurgie en général, parfois de la pyrométallurgie, mais les terres rares, c'est entièrement de l'hydrométallurgie, et on obtient le premier concentré. En l'occurrence, quand on parle des terres rares, le premier concentré chimique, c'est un concentré mixte contenant toutes les terres rares, donc ce dont j'ai parlé au départ, les lanthanides plus l'yttrium, parfois le scandium. Et ce concentré-là, il n'a aucune valeur parce que, précisément, toutes les applications nécessitent d'avoir des terres rares individuelles à haute pureté. Et donc, à partir de là, on a une étape qui est une étape clé, qui est la séparation des terres rares entre elles pour obtenir du lanthane pur, du cérium pur, etc., de façon à servir Total, par exemple. Et cette séparation-là, cette étape-là, se fait aujourd'hui industriellement uniquement par extraction liquide-liquide. Donc il y a eu d'autres procédés dans le passé, il y a eu des procédés d'échange d'ions. Certains parlent aujourd'hui de nouveaux procédés. Pour l'instant, difficile de juger de la valeur de ces nouveaux procédés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les productions aujourd'hui, tant en Chine qu'hors Chine, toutes les séparations de terres rares sont faites par extraction liquide-liquide. Là, vous avez une photo d'une des lignes de séparation de La Rochelle. En fait, c'est la moitié d'une ligne de séparation de La Rochelle. Donc, ça se fait en mélangeur décanteur. Ce n'est pas du tout des colonnes, avec un nombre très très important de mélangeurs décanteurs par type de séparation. Et donc ensuite, on est capable, à partir de là, d'obtenir des solutions de terres rares pures et donc de faire les produits permettant d'arriver aux applications finales. La Rochelle,
Solvay, donc à La Rochelle, en France, la seule unité terre rare hors Chine capable de séparer toutes les terres rares, à la fois légères et lourdes. Il y a des séparations hors Chine de terres rares. J'ai parlé de l'AINA, j'ai parlé de Molycorp, qui ont mis en place leur propre séparation de terres rares, mais toutes hors Chine sont basées sur les terres rares légères. À La Rochelle, on a l'avantage, ou je ne sais pas comment dire, l'intérêt historique d'avoir développé spécifiquement en France une unité permettant la séparation tant des terres rares légères que des terres rares lourdes. Aujourd'hui, alors, jusqu'en 2000, on réalisait à La Rochelle la séparation de toutes les terres rares. D'accord. En 2000, on a, comme tous les producteurs de terres rares, mis un pied en Chine, enfin on l'avait mis un peu avant, et on a décidé de déplacer la plupart de nos séparations de La Rochelle dans nos usines chinoises. Bon, néanmoins, on a conservé certaines séparations à La Rochelle. Donc la situation entre 2000 et 2010, entre 2000 et 2010, c'était que sur les 18, ce que nous on appelle des batteries, les 18 lignes de séparation, 4 ont été conservées en état de fonctionnement. Les 14 autres ont été non pas démantelées, mais arrêtées. Je ne sais pas si nos managers de l'époque avaient eu une vision stratégique géniale, je n'en suis pas convaincu. En tout cas, le fait que l'on en ait conservé 4 en fonctionnement a été clé pour nous, parce que ça signifie qu'on a conservé à la fois les équipements en état et les compétences opérationnelles à La Rochelle en état. Et ça nous a permis, comme ça, en 2012, de redémarrer, non pas toutes, mais la plupart des unités de séparation arrêtées, sur une base de recyclage. Donc on a monté des unités de recyclage différentes qui ont pu voir le jour grâce à la réutilisation des unités de séparation qui avaient été mises sous cocon pendant les 10 années précédentes. Aujourd'hui, on considère que ce redémarrage, redémarrage partiel, donc, c'est la première étape pour le redémarrage de l'ensemble des séparations à pleine capacité. Et ça fait partie de la stratégie dont je parlais juste avant, de dire on peut, ayant cette unité de séparation et les compétences pour à la fois la redéfinir et l'utiliser et l'opérer, on peut être un des maillons importants d'une supply chain terres rares hors Chine, et c'est exactement ce que l'on propose aujourd'hui. Donc là, je ne vais pas réciter toute ma Bible, là, mais on a donc aujourd'hui sur nos 18 batteries, on en a, je vais directement passer à ça, voilà. Sur nos 18 batteries, on en a 11 qui fonctionnent à partir de matières premières qui peuvent être déconcentrées provenant de Chine ou provenant de l'AINAS, de Malaisie. J'ai parlé tout à l'heure de notre partenariat. Une part importante qui concerne le recyclage de nos propres déchets historiques de l'usine. Et puis, on a également des contrats avec certains fabricants d'aimants et également une unité capable de recycler les déchets de luminophores provenant des lampes. Et donc, on a aujourd'hui 11 de ces séparations en fonctionnement, ce qui signifie qu'il y en a encore 7 qui ne sont pas en fonctionnement, qu'on est prêt à redémarrer en fonction des besoins. Et même parmi les 11 qui fonctionnent, la plupart fonctionnent à un taux d'utilisation faible par rapport à leur capacité. Donc voilà, la façon dont on essaye aujourd'hui de se positionner en termes de maillon de la supply chain, c'est d'aller voir ce qu'on appelle les junior mining, donc ces nouveaux entrants potentiels dans le domaine des terres rares en termes de mines, et leur dire allez jusqu'au concentré. Nous, on a une unité disponible, prête à redémarrer en totalité pour faire les séparations. Ça vous évite à la fois d'investir, ce sont des capex assez importants, mais surtout, au-delà des capex,
de trouver les compétences nécessaires pour les opérer, et les difficultés, à la fois pour les définir, ces unités de séparation, et pour les opérer. Et les difficultés actuelles de l'AINAS et de Molycorp, ce que je disais au départ, montrent qu'il n'est pas du tout évident de trouver ce type de compétences hors Chine actuellement. Et on a ce type d'offre, on fait ce type d'offre aujourd'hui aux compagnies correspondantes. Voilà, je vous remercie. C'est bon.